Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast L'été Luxury Retail, les talks du luxe et du retail. Je suis Sabine. Je suis Natacha. Et nous sommes ravis de vous retrouver pour cette saison numéro 2, dont le thème est le succès. Nous souhaitons inspirer nos auditeurs avec les success stories de nos invités. Cette saison, nous avons encore une fois des top voice qui échangeront avec nous leur métier, leur succès et leur mantra. Bonjour Paul, bienvenue dans notre podcast des talks du luxe et du retail. On est vraiment dans un état d'esprit de donner la parole à des experts du luxe, du retail. Nous-mêmes sommes des professionnels du recrutement, de la formation et des codes du luxe. Et on est ravis de te recevoir aujourd'hui. On est ravis de vous accueillir ici chez Camille Fournet, donc c'est un plaisir de vous rencontrer. Et bien justement, est-ce que tu peux te présenter, nous dire où tu travailles, un peu ton parcours? Je suis Paul et je suis retail manager chez Camille Fournet depuis maintenant près de 2 ans. Et historiquement, disons que je suis un petit peu tombé chez Camille Fournet par accident puisque je viens de la joaillerie précédemment. Et j'ai envie de vous dire que là aussi, c'était un petit peu par accident. Je suis dans le retail accidentellement puisque je suis de formation technique à la base. Je suis gémologue. Entre guillemets, rien à voir. On vient de rencontrer un gémologue. C'est ce que j'allais dire, deuxième gémologue de la journée. Deuxième que gémologue. nous rencontrons ensemble. Exactement. Avec nous, une passion pour la place Vendôme. Moi, je fais des séminaires sur les joailliers de la place Vendôme. J'étais chez Mellerio il y a 2 semaines. Donc, tu vois de quoi je parle. Extrêmement sympathique chez Mellerio. Très sympathique, en effet. Et Paul, est-ce que tu peux justement nous présenter la maison Camille Fournet? Parce qu'en parlant autour de nous, on se rend compte que peu de personnes, il y a quand même quelques personnes qui ne connaissent pas encore la maison. La maison reste assez confidentielle et ça se comprend aussi d'une certaine façon puisque la maison, avant d'être une marque, est une manufacture. Donc ça veut dire que c'est une manufacture qui travaille pour d'autres maisons, donc qui ne travaille pas sous son nom. Et en fait, ça rejoint aussi le cœur de métier de la maison puisque le cœur de métier de la maison, c'est le bracelet de montre. C'est ceci, les bracelets de montre de luxe, c'est ceux qu'on va trouver les plus beaux et que vont utiliser les plus belles maisons d'horlogerie. La maison fabrique depuis des décennies maintenant les bracelets de montre pour les plus grands joailliers, les plus grands horlogers auxquels vous pouvez penser. Et c'est un petit peu vraiment de là que vient tout le savoir-faire de nos artisans. Oui, on a vu, vous êtes une manufacture depuis 1945. Exactement. Moi, j'ai eu la chance d'aller à Tergnier pour visiter votre manufacture. Et c'est vrai que, en fait, vous êtes, on pourrait dire, une marque blanche pour tous les horlogers, les joailliers de la place Vendôme, puisque vous êtes, vous, les fournisseurs des bracelets de ces maisons, de ces garde-temps, de ces beaux garde-temps. On a mis les montres effectivement depuis maintenant des décennies et les horlogers nous connaissent beaucoup pour ça. La maroquinerie est venue après, quand j'ai envie de dire que la maison a voulu un petit peu s'étendre et faire autre chose, s'amuser avec le cuir et faire de plus belles choses encore et des choses plus importantes. Et en fait, le savoir-faire qu'on avait sur le bracelet de montre avec ce souci du détail et cette précision qui nous a été inculquée par les horlogers, on l'a finalement étendu à la grande maroquinerie avec des sacs à main notamment, des pochettes, de la ceinture et plein d'autres catégories que nous faisons. Et Camille Fournet a justement annoncé l'ouverture d'une seconde manufacture à Tergnier. Ce sera même notre 3e bâtiment. Exactement. Est-ce que tu peux nous en parler un peu et nous expliquer dans quels sont les enjeux qui sont liés à l'ouverture de ce 3e bâtiment? Alors, faire un bâtiment, j'ai envie de dire que c'est relativement facile. C'est le remplir qui est nettement plus compliqué. Oui. Pour nous, effectivement, ça répond un petit peu à un impératif d'expansion, puisque voilà, la maison, je vous le disais, fait du bracelet de montre, fait de la maroquinerie, et nous avions jusqu'à présent ces 2 bâtiments, depuis maintenant quasiment 5 ans, qui étaient un petit peu l'un en face de l'autre dans la rue de Tergnier, notre ville de cœur, et qui donc se retrouvent maintenant un petit peu trop seuls, j'ai envie de vous dire, puisqu'ils sont pleins. On a réussi à former nos artisans et à les remplir. Ils sont très occupés. Et du coup, voilà, l'impératif de s'étendre s'est un petit peu imposé de lui-même. Et ce sera effectivement une troisième manufacture consacrée vraiment 100% à la maroquinerie et à la grande maroquinerie. D'accord. Et on regardait justement en préparant cette émission, il nous semble, peut-être qu'on se trompe, mais que vous prévoyez de recruter 150 artisans. Exactement. Comment est-ce que vous faites pour recruter ces artisans dans une ville plutôt éloignée? Qu'est-ce qui va faire? Qu'est-ce qui va les motiver finalement pour venir chez vous? Comment vous faites? Alors le truc, c'est que c'est pas possible de recruter des artisans 150 en Picardie, ce n'est pas possible. En revanche, ce qui est possible de faire, c'est ce qu'on prévoit de faire chez Camille Fournet, qu'on a déjà commencé à faire ces dernières années, c'est recruter des gens et les former quasiment de zéro et finalement faire en sorte que le métier se transmette
entre les gens qui ont déjà chez nous parfois 30 ans de maison, 30 ans de métier, et qui du coup voilà, ont un savoir-faire qui est très très précieux pour nous et qui doit être transmis à des nouveaux entrants qui vont devoir être formés quasiment de zéro, avec simplement leur bonne volonté. Et vous avez des partenariats avec des écoles, par exemple? On a des partenariats avec des écoles, oui, mais surtout avec France Travail, tout simplement, qui est un partenaire pour nous pour les recrutements et qui nous permet effectivement de faire entrer des générations, j'allais dire, d'apprentis ouvriers qui, selon leur parcours chez nous, vont être recrutés effectivement comme artisans maroquiniers. Et du coup, j'imagine qu'il y a une fierté pour eux d'appartenir à la maison Camille Fournet. Une fierté, effectivement, même si la maison n'est pas si connue, on a de la chance d'avoir une vitrine qui est notre marque, notre propre marque, qui est à Paris, rue Cambon, donc qui est un endroit, dirons-nous, bien fréquenté, puisqu'au bout de la rue, nous avons historiquement, bien sûr, la maison Chanel, Dior, plus récemment, qui s'est implantée aussi. Et donc, c'est vrai que ce sont nos grands voisins qui nous font aussi rayonner d'une certaine façon. Et comment est-ce que vous arrivez à transmettre tout ce savoir-faire artisanal à vos équipes en boutique? En boutique, alors c'est extrêmement compliqué dans le sens où vous avez vraiment un grand fossé entre le travail de l'artisan et le travail en boutique. On essaie de le faire se refermer un petit peu en envoyant simplement nos équipes de vente en manufacture régulièrement. Donc il y a vraiment une approche assez personnelle chez Camille Fournet, puisque c'est avant tout un état d'esprit. On est une maison vraiment d'artisans et on essaie de transmettre d'abord ça dans nos équipes de vente, et notamment à Paris. On est une maison d'artisans, on a un rapport très particulier avec le cuir, puisqu'on est vraiment avant tout maroquinier. Tous nos cuirs sont précieux, d'une certaine façon, puisque autant de cuirs exotiques les plus précieux, comme les alligators brillants lissés, ou les cuirs les plus simples de veau, sont des cuirs d'une extrême qualité. Et c'est ça aussi qu'on essaie d'insuffler dans nos équipes, c'est de faire en sorte que les choses parfois les plus simples chez Camille Fournet sont aussi précieuses que les choses les plus travaillées, puisque le souci du taille est le même pour tous nos produits. Là, tu évoques les peausseries précieuses. Est-ce que ça m'évoque une question, est-ce que tu peux faire un lien finalement au niveau du fait du sourcing qu'on retrouve en joaillerie avec les pierres fines, les pierres précieuses, et ce sourcing de peau précieuse qui doit être difficile à trouver? Alors, il n'est pas difficile, mais il implique de faire des choix. Parce que chez Camille Fournet, on pourrait acheter tout et n'importe quoi en cuir exotique et faire venir des cuirs de crocodile de je ne sais où. Mais chez nous, on a fait le choix depuis maintenant longtemps d'être dans une démarche nettement plus responsable en fait à ce sujet, et notamment sur les cuirs exotiques qui sont un petit peu le principal sujet, même si les veaux et les autres cuirs sont aussi concernés. La maison trace toutes ces peaux. Ce sont des peaux d'alligators américains notamment, enfin plus que notamment, c'est exclusivement de l'alligator américain sur tous les crocodiles. Et on est capable de tracer aujourd'hui une peau sur un bracelet et de dire dans quelle ferme l'alligator a été élevé. Donc vous avez des fermes parties privilégiées? Des fermes effectivement qui sont des partenaires privilégiés. La maison fait partie de l'association des éleveurs d'alligators aux États-Unis. Et c'est vrai que je pense qu'il y a une vraie responsabilité de la part de la maison dans les choix de matières qu'on achète et qu'on utilise. Et c'est, je pense, un enjeu pour nous, de la même façon que pour les pierres, ça a été un enjeu pour les joailliers, d'être responsable sur ce qu'on achète, de faire en sorte que ce soit dans une démarche qui soit plutôt positive. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident. Mais au moins, oui. Mais en fait, il faut connaître l'histoire des fermes, des crocodiles. Et en fait, ça veut dire souvent les maisons, pour pas les citer, Hermès, ils ont des fermes de crocodiles. En fait, ils vont garder des œufs spécialement pour élever les crocodiles, et d'autres qui vont être dédiés à leur métier. Mais en fait, ça préserve presque les crocodiles, et c'est difficile de comprendre si on nous l'a pas dit en fait. Aux États-Unis, l'espèce était presque éteinte dans les années 60-70, et quand la convention CITES a été instaurée, les règles ont changé, le braconnage a été vraiment interdit, et le fait de créer des élevages d'alligators, ça a véritablement mis fin au braconnage. Donc actuellement, les œufs sont prélevés dans la nature. Les alligators sont à l'état naturel, ils pondent dans la nature, et c'est seulement les œufs prélevés qui sont élevés dans les fermes. Est-ce que tu peux nous parler également, ça me fait penser à une technique utilisée chez Camille Fournet sur vos sacs qui s'appelle le French plissé. Est-ce que tu pourrais nous le décrire, nous en parler, également peut-être nous citer le nom de certaines pièces, parce que j'imagine que vos pièces également ont des noms.
et nous dire comment vous faites pour arriver à garder ces techniques secrètes. Alors le plissé, il n'y a pas grand-chose de secret, si ce n'est, voilà, là vous avez le grand haut plissé, qui est un classique chez nous, qui a été rejoint l'an dernier par son petit frère qui est dans un format nettement plus modeste. Et typiquement, voilà, c'est là qu'on se rend compte du travail que ça représente, puisque vous avez ici 2 couches de cuir, tout un travail de découpe et de teinture de tranche sur chaque plissage, et un travail de couture aussi qui est assez colossal. Et en fait, la technique n'a rien de secret en soi, puisque n'importe quel artisan maroquinier pourrait démonter un sac et comprendre comment il a été fabriqué. Ce qui le rend relativement exceptionnel, c'est plutôt que c'est un travail qui nécessite une dextérité et beaucoup de travail en fait. On a du mal à imaginer, à se rendre compte à quel point ça représente du travail. Mais une technique comme ça n'a pas tellement de secret autre que l'intelligence de la main de l'artisan et le fait que pour être correctement exécuté, l'artisan doit avoir une maîtrise réelle. Donc le secret n'existe pas, si ce n'est d'avoir des artisans suffisamment doués. Artisans, justement, dans quelle mesure ils ont été enthousiastes à l'idée de créer la collection savoir-faire sportif? Je pense que tout le monde en France a été assez enthousiasmé par les Jeux Olympiques. Et disons que c'était... Je ne sais pas. Surtout les Parisiens. Au début, on était tous excités. Même, ça a été voulu à un moment ou à un autre. Absolument. Non, on est content d'y avoir. Mais disons que c'est simplement notre petite pierre à l'édifice. C'était l'occasion aussi pour nous de marquer un petit peu l'événement à notre façon et de rassembler aussi un petit peu les passions de la maison qui sont le beau travail et le sport, puisque on avait déjà, historiquement chez Camille Fournier, une petite collection, une mini-collection sur le sport. Et en fait, on l'a simplement enrichi, notamment avec une jolie série de porte-cartes dédiées à chaque sport et quelques capsules aussi, quelques pièces dans la capsule Jeux Olympiques qui sont dédiées au sport avec un étui de raquette notamment qui fait beaucoup d'effet. Donc on parlait de la passion, du savoir-faire, de la passion pour le sport, de ses valeurs. Justement, Paul, est-ce que tu peux partager avec nous quelles sont tes passions également dans ta vie personnelle et comment elles peuvent alimenter également tes valeurs au travail? Alors c'est vrai que personnellement, moi, je vous disais que j'étais issu plutôt de la technique puisque je suis gémologue et ça implique une certaine passion du détail. Donc inévitablement, quand on a été gémologue, quand on est un petit peu travaillé dans la joaillerie, on a un petit peu le sens du détail. Et voilà, ma passion pour les pierres a un petit peu orienté tout ce que je fais, et notamment sur le cuir, puisque avec un regard de joaillier ou de gémologue sur le travail du cuir, on se rend compte qu'il y a des similitudes entre les pierres et le cuir. C'est des matières qui nous viennent de la nature, qui peuvent être imparfaites, qui ont un relief, un grain, qui ont des imperfections, mais qui apportent aussi une certaine beauté. On est sur des produits qui ne sont pas normés ou pas autant normés que des produits d'industrie et qui ont toujours un supplément d'âme. Et c'est vrai que ça, c'est plutôt mon approche avec eux. Et je pense que ça s'applique à beaucoup de produits de luxe. On est sur des produits qui ont toujours un petit supplément d'âme d'une manière ou d'une autre, par leur spécificité, par les matériaux qu'ils utilisent, par le soin qu'il leur est apporté. Et c'est vrai que dans tout ce qu'on fait, je pense, dans le luxe, c'est ce souci du détail et du soin apporté à tout ce qui est fait qui fait vraiment la différence. Et je pense que c'est relativement commun à toutes les maisons, en l'occurrence. C'est sûr. Et toi qui étais à Monaco, qui est revenu à Paris, qu'est-ce qui t'a motivé finalement de revenir à Paris? La peur du soleil. Bah là, ça va, t'es bien? T'es content? Je suis ravi. Il n'y en a pas. Non, mais c'est que je suis moi-même, comme Camille Fournier, originaire de Picardie. Donc, tout simplement, voilà, pour se rapprocher des siens, il a fallu quitter Monaco et le soleil. Mon bronzage en apathie, mais je ne regrette rien. Paul, j'ai une question. Dans quelle catégorie, dans quelle typologie du luxe situerais-tu Camille Fournier? Moi, j'ai mon idée, mais est-ce qu'on est dans un luxe ostentatoire ou plutôt dans un quiet luxury? Camille Fournier, on est des gens plutôt raisonnables et discrets. Donc, effectivement, plutôt dans la catégorie quiet luxury, avec cette idée que voilà, notre discrétion, on la cultive un petit peu. De la même façon que notre marque est cachée quand on travaille pour d'autres maisons, chez nous-mêmes, notre logo, il n'apparaît que très peu. Vous voyez, on est plutôt extrêmement discret, on n'est pas des fous de logo. Et même si on est fier de notre marque, finalement, on s'attache toujours à faire en sorte que ce ne soit pas ça qui soit mis en avant d'abord.
Les gens viennent chez Camille Fournet pour notre savoir-faire, pour la qualité de notre travail, moins pour notre logo. Et c'est vrai que c'est une stratégie dans le sens où ça nous bénéficie simplement par le bouche à oreille de nos clients et simplement par le fait que, bah oui, on se passe le mot que, effectivement, rue Cambon, vous avez une maison qui fait plein de choses sur mesure. Ça va du bracelet de montre au sac à main et même si on ne les connaît pas, il faut les découvrir. Et c'est vraiment ça qui nous profite et qui nous permet de survivre sans communication effectivement ostentatoire ou criarde même, dirais-je. C'est vrai, vous n'avez pas d'égérie connue, Pas d'égérie. vous participez à beaucoup de salons. On a fait très peu de campagnes et nous sommes effectivement de manière générale des gens extrêmement discrets. Et j'ai une autre question qui me vient en tête. Au niveau pour avoir déjà travaillé chez vous, vous faisiez beaucoup d'activations en boutique. Et en quoi ça sert la maison de faire ces activations, ces ateliers? Et qui vient vous voir? On est sur une clientèle locale ou vous êtes sur une clientèle internationale? On a, entre guillemets, de tout chez Camille Fournet. On a la chance d'avoir un public qui est extrêmement large, avec une clientèle internationale qui nous connaît, qui vient nous voir depuis très loin parfois pour habiller des montres, pour voir notre maroquinerie, et une clientèle locale très française, puisque notre implantation est principalement française. La maison internationale est uniquement disponible au Japon, un petit peu en Chine, mais pour l'instant, c'est tout. Donc, quand les gens viennent nous voir en boutique, c'est que souvent, on leur propose de venir voir nos artisans qui viennent à Paris pour démontrer leur savoir-faire. Et c'est vrai qu'on est dans une démarche qui est quand même assez particulière, puisqu'on invite le plus souvent, non pas les gens à assister à une démonstration, mais à participer aux démonstrations. Donc les gens mettent les mains à la pâte, et c'est vrai que ça change un petit peu tout, de toucher le matériau, d'essayer de reproduire les gestes de nos artisans qui ont l'air tellement faciles quand ils sont faits par des artistes et des professionnels. Mais c'est vrai que c'est là que ça prend tout son sens et qu'on se rend compte que ce qui a l'air tellement simple et étrangement parfait et facile, ça révèle nettement plus compliqué quand il faut le faire soi-même et qu'il faut effectivement mettre la théorie en pratique. Et Paul, est-ce que tu peux partager avec nous les valeurs de la maison? Oui. Alors c'est vrai que Camille Fournet, voilà, je vous disais qu'on était des gens plutôt discrets et effectivement la discrétion c'est quand même une des valeurs principales chez nous. On est des gens plutôt discrets avec voilà, une certaine humilité aussi, puisque le fait de travailler pour d'autres maisons sans marque, ça implique une certaine humilité aussi. On est des gens aussi très appliqués dans le sens où, on a parlé de nos amis horlogers qui nous avaient inculqué ce sens du détail et de la perfection. Donc je pense qu'effectivement ce perfectionnisme, il existe aussi chez Camille Fournet. Et ensuite, ça va être un peu plus flamboyant, ça va être la passion. Je pense qu'on a la passion des matériaux, la passion des beaux cuirs. Ça, c'est vraiment assez facile pour les gens qui connaissent la maison. Quand les gens viennent nous voir en boutique et qu'ils jettent un peu l'œil à nos nuanciers, ils sont toujours assez impressionnés par le choix de matériaux et la qualité des matériaux que l'on peut proposer. Et le mot de la fin, Paul, quel est ton mantra ou la phrase qui te motive au quotidien? Alors, il n'est pas vraiment à moi en fait. Je l'ai emprunté à un collègue japonais qui, dans les moments difficiles, me parlait en japonais. Du coup, je ne comprenais pas. Mais il a eu quand même la bonté de me le traduire. La petite phrase, c'était Saigo wa konjo. Et donc, ça veut dire à la fin, c'est le konjo. Et le konjo, c'est un petit peu difficile à traduire en français. C'est une idée de persévérance, une idée d'avoir des tripes, de s'accrocher. Et je pense que c'est ça un petit peu la clé de la réussite et du succès. Et ce qui mène un petit peu à tout, c'est de savoir s'accrocher, de persévérer sur le bon chemin, ou celui qu'on espère le bon en tout cas, et d'être avec un état d'esprit un peu combatif dans tout ce qu'on fait. Merci beaucoup, Merci, Paul. Un grand merci de ta participation. Mais je vous en prie, j'étais ravi de vous recevoir. Merci. Merci.